Bonjour chers amis et chers auditeurs de Cœur à Cœur. Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle émission. Nous vous l'avions promis la dernière fois. Nous avions commencé à parler avec l'évangéliste Dada Bakombo, vraiment de ce sujet qui est, de cette thématique qui est l'enfant. L'enfant, un sujet tellement important au cœur de Dieu, nos enfants qui sont notre héritage, nos enfants qui sont disciples de l'Éternel, nos enfants qui sont notre prospérité. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus qui disait ceci, vos enfants, tous vos enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur postérité. Et le Seigneur nous dit encore dans le psaume 27, je pense, qui dit que nos enfants sont des flèches aiguës. Alors ces flèches qui sont lancées du ciel sont là pour accomplir une grande destinée. Et pour les amener dans leur grande destinée, il nous faut connaître leurs besoins qui sont tellement essentiels pour leur développement. Et dans notre dernière émission, nous avons commencé à en parler et aujourd'hui nous allons continuer dans le même élan. Alors avant d'aller plus loin, une fois de plus, partagez autour de vous, une fois de plus, invitez une famille, invitez. Vous connaissez des gens qui vivent des situations compliquées, ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est déjà ici une ressource pour chacun de nous. Donc, nous venons puiser ici une ressource afin que nos familles soient rebâties. Donc, notre prière déjà aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous prions que le Seigneur visite chacune de vos familles, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucun cas qui est trop difficile afin d'être résolu. Donc, nous prions vraiment que le Seigneur visite toutes les familles. Alors, avant d'aller plus loin, partagez. Et nous revenons après la pause. Et aujourd'hui, nous allons parler des types de familles dans lesquelles les enfants se développent. À bientôt. Voici de retour. Alors, c'est partagé, c'est fait. Bienvenue encore dans cette nouvelle émission où nous parlons des types de familles dans lesquelles les enfants se développent. Et ceci pour faire suite à notre dernière émission. Si vous n'avez pas suivi la dernière émission, donc allez revisiter notre page, notre chaîne YouTube pour voir de quoi il était question. Et aujourd'hui, nous avons encore le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Dada Bakombo, qui est intervenante psychosociale, familiale et communautaire. Évangéliste, bonjour et bienvenue encore sur notre plateau. Bonjour, pasteur Nathalie. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau afin de parler de sujets aussi importants pour nos communautés. Oui, des sujets aussi importants pour nos communautés. Merci. Vraiment important. On parle de famille, on parle d'enfants. Éphésiens 3, le verset 15 nous le dit que toutes les familles tirent leur nom du Seigneur. Vous voyez à quel point c'est important la famille. Alors, évangéliste Dada, dernièrement on a parlé, est-ce que c'est possible pour vous de nous faire un petit résumé de ce dont on a parlé la dernière fois avant d'aborder ce nouveau sujet? Merci, pasteur Nathalie. La dernière fois, nous avons parlé du développement de l'enfant et des besoins fondamentaux de l'enfant, de la conception à l'âge adulte. Et nous nous sommes attardés à chaque période, à chaque phase de la vie des enfants, jusqu'à l'âge adulte. Nous avons beaucoup parlé de l'adolescence, nous nous sommes arrêtés là-dessus. On a parlé de l'adolescence, des besoins des adolescents, tout ça pour le bien des enfants et pour que nos enfants vivent longtemps. Vous savez, la Bible dit que les enfants sont des flèches dans l'arc. Et ça veut dire qu'une flèche va très loin. Donc, nos enfants sont appelés à aller très loin dans leur vie parce que Dieu a un plan merveilleux pour eux, un plan de bonheur et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Donc, amenons nos enfants très loin, visons l'arc comme il faut pour que nos enfants soient des flèches qui vont aller très loin pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nos enfants qui vont aller très loin, donc qui vont
atteindre la cible. Hein? Amen. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons des types de familles parce qu'il y a plusieurs types de familles évangélistes, des types de familles dans lesquelles se développe l'enfant. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces types de familles? Oui, nous avons parlé du développement des enfants et les enfants se développent dans plusieurs types de familles, dont d'abord la famille nucléaire. Donc, dans la famille nucléaire, l'enfant vit avec ses deux parents biologiques. Hein. Il est issu de ses deux parents. Et dans la famille monoparentale, l'enfant vit avec son père ou sa mère seulement. Donc, un seul parent et l'autorité de l'enfant. Dans la famille recomposée, l'enfant vit avec sa mère ou son père et un beau-parent. Hein? Donc, voilà. Et dans la famille adoptive, l'enfant vit avec des parents non biologiques. Alors, quels sont les besoins? Parce que les besoins de l'enfant restent les besoins de l'enfant. Est-ce qu'il y a-t-il, dans toutes ces familles qui sont citées ici, est-ce qu'il y a-t-il des besoins plus particuliers selon les familles pour les enfants? Dans toutes les familles qui sont citées ici, les besoins plus particuliers vont commencer beaucoup plus avec les familles monoparentales, où on a un seul parent. Et très souvent, ce sont les mères qu'on voit en famille, en monoparentalité. Alors, les besoins, ça serait vraiment que la mère, d'abord, au départ, ou le parent qui est seul avec les enfants, doit savoir qu'il est impossible de combler la partie de l'autre parent. Parce qu'un père qui manque à la vie des enfants reste un père qui manque. Une mère qui manque dans la vie des enfants reste une mère qui manque dans la vie des enfants. Par contre, ce qui peut se faire, c'est que ce vide peut être comblé par des membres de la famille plus âgés ou de votre génération qui peuvent servir de mentors pour le côté manquant. Donc ça se fait. Ça se fait, mais encore là, il faut avoir confiance et tout ça. Donc, il y a plusieurs critères de choix des personnes, même si c'est la famille, mais ça prend des personnes de confiance qui ne vont pas à un moment abuser ou abuser des enfants, des choses comme ça. Donc, oui, c'est possible. Oui. C'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a des familles des enfants qui se sont retrouvés avec des membres de la famille qui finalement ont abusé d'eux. Oui, ça c'est arrivé et on voit dans beaucoup de communautés culturelles que l'inceste est très tabou, donc on ne veut pas en parler, les gens ne veulent pas en parler, mais c'est pourquoi c'est très très important d'être très vigilant qui s'approche de vos enfants. C'est très 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 important d'avoir confiance et de bien connaître les personnes qui se rapprochent de vos enfants. Oui. Absolument. Alors, la famille recomposée. La famille recomposée, avant de recomposer une famille, il faut faire très attention parce que il faut tenir compte du besoin des enfants. Il faut tenir compte aussi de l'âge des enfants. Il faut tenir compte de la maturité des enfants. Un conjoint ou une conjointe qui arrive nouvellement et les familles se recomposent, on ne présente pas, on ne se hâte pas, on n'est pas pressé de présenter le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe aux enfants. Il faut respecter le rythme des enfants. Et ce qu'on fait, on y va doucement, on le présente d'abord comme étant une connaissance, un ami, et il ne doit pas être trop régulier non plus à la maison. Il ne faut pas créer de faux espoirs chez les enfants. Absolument. Quand on est dans une période où on observe, on est dans une période d'observation d'un nouveau ou d'une nouvelle conjointe. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà établi. Donc, il ne faudrait pas que cette personne, qu'elle soit une femme ou un homme, soit déjà trop régulière auprès des enfants. Parce que ça crée de faux espoirs aux enfants d'un nouveau parent qui arrive et après, bon, finalement, maman décide que la relation ne marche plus ou que papa trouve que ce n'est plus la bonne fille, la bonne personne à épouser. Et là, vous voyez que vous allez laisser les enfants dans une autre blessure. Hein, dans une autre blessure. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça déstabilise en fait. Ça va déstabiliser encore les enfants. Parce qu'on parlait
Dans la dernière émission, on parlait du développement de l'enfant. Tout à fait. Imaginons que l'enfant est dans cette étape d'adolescence où il se recherche et s'il se retrouve en plus dans une relation incertaine de ses parents, ça va le déstabiliser davantage. Donc voilà pourquoi les désirs et l'équilibre des enfants doivent passer en priorité. Ça, je regarde la caméra et je le dis, l'équilibre des enfants, le bien-être psycho-émotif des enfants doit passer en priorité sur le choix d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe. Donc, il faut faire un bon choix, prendre le temps de faire un choix qui est convenable pour les enfants. C'est très important. La famille adoptive, tu parlais tout à l'heure de la famille adoptive. Quels sont les besoins d'un enfant adopté? Donc, un enfant qui vit en fait avec des parents non biologiques. En fait, quand on parle de la famille adoptive, on parle d'un enfant adopté qui vit avec des parents non biologiques. Cet enfant-là, on peut aussi retrouver ce type d'enfant dans les familles recomposées. Dans le sens que le conjoint ou la conjointe avec qui les gens refont leur vie n'est pas le parent biologique de l'enfant qui vient dans la famille recomposée. Donc, c'est aussi une forme d'adoption. Donc, un enfant aussi qui est adopté dans une famille, directement adopté dans une famille, c'est aussi de l'adoption. Donc, comment est-ce qu'on traite les enfants adoptifs? Les enfants adoptifs doivent être traités comme vos propres enfants. Ne pas faire de différence entre les enfants qu'on adopte et ses propres enfants. C'est très important. Vous pouvez adopter l'enfant de votre frère, l'enfant de votre soeur, quelqu'un dans la famille, même pour aider la famille, mais cet enfant ne devient pas le domestique de la maison. Cet enfant a le droit d'être heureux, d'être équilibré au niveau psycho-émotionnel. Cet enfant a le droit d'avoir un développement normal, comme vos propres enfants. Donc, ce n'est pas un enfant qu'on doit utiliser, qu'on doit maltraiter, qu'on doit insulter, qu'on doit traiter de tous les noms. C'est un enfant qu'on a décidé d'intégrer dans notre vie, dans la famille, comme nos enfants. Donc, il faut les traiter équitablement. Et d'ailleurs, la Bible nous en donne des exemples. Mais je viens, avant de venir aux exemples bibliques, c'est tellement important. Évangéliste, je pense à tous ces enfants domestiques, justement, un enfant de la famille, un enfant d'un oncle, d'une tante, un enfant, ou bien tout simplement les enfants domestiques parce qu'on les a engagés en tant que domestiques et pourtant ils sont enfants et ils ont des besoins d'enfants. Et finalement, ces enfants se retrouvent à être maltraités finalement. Ils subissent des mauvais traitements. Tu parlais d'inceste tout à l'heure. On parle également d'abus sur des enfants qu'on a recueillis, qu'on a accepté de recueillir. Il y a des abus qui sont faits sur eux. Et ces enfants-là ont exactement les mêmes besoins biologiques que vos propres, les mêmes besoins fondamentaux, je voulais dire, que vos propres enfants. Tout à fait. Donc, comment répondre à ces besoins? Déjà, l'enfant qui n'est pas votre enfant biologique, il faut se souvenir qu'il n'a plus ses parents. Oui, il n'a plus ses parents, il est déjà coupé d'une certaine source de ses parents. Donc là, on ne va pas blesser à nouveau un enfant. On ne va pas remuer des couteaux dans les plaies de cet enfant-là qui se sent déjà perdu. Et nous, on se présente comme des personnes qui peuvent apporter la solution. Et quand vous vous présentez comme des personnes qui peuvent apporter la solution à cet enfant, mais apporter réellement la solution à cet enfant. Aimez l'enfant, accompagnez-le comme vous le faites pour vos propres enfants biologiques. C'est très important. C'est possible, ça c'est possible parce que le même amour que vous portez pour les enfants, vos propres enfants, vous devez être capable de le donner également à d'autres enfants. Ça c'est quelque chose qui me tient toujours très à cœur quand je vois la situation de certains enfants, ça fait pleurer et vraiment que le Seigneur intervienne et se souvienne de ces enfants-là. Alors, évangéliste, quels sont les modèles? Parce que tout à l'heure, on parlait
des types de familles. Alors, on voit ici que s'il y a famille, il y a parents, et il y a plusieurs sortes de parents, il y a plusieurs modèles de style, plusieurs styles parentaux. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns? Oui. On parlait tout à l'heure des familles, du développement de l'enfant. L'enfant se développe dans une famille et comme tu dis tantôt, pasteur Nathalie, c'est que l'enfant, quand on parle des enfants, on parle des parents. Quand on parle des parents, il y a des styles ou des modèles parentaux qui ont été épinglés par la docteure Diana Baumrind, qui est une grande psychologue auprès des familles, auprès des enfants. Donc, on trouve d'abord le style de parents démocratique. Hein, le style de parents démocratique. Et là, ce sont les parents qui offrent à la fois un niveau élevé de chaleur et d'affection à leurs enfants, en même temps qu'un encadrement clair, constant et cohérent. Donc, ces parents recherchent l'équilibre entre les deux facteurs. Donc, le niveau de chaleur, d'attention et d'affection, et puis le niveau d'encadrement qui est offert à l'enfant, ou encore le niveau des exigences envers l'enfant. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Les enfants qui bénéficient de ce style parental ont mieux développé leurs compétences sociales. On va voir l'estime de soi, la confiance en soi, l'assertivité, le sens de la communication, et même au niveau scolaire, on va voir qu'ils vont vraiment, ils vont avoir des bons résultats que ceux qui n'en ont pas nécessairement bénéficié. Donc, on parle ici du style démocratique. Il y a un bon exemple évangéliste de style démocratique. Il y a Françoise Dolto qui s'est occupée vraiment des besoins de l'enfant en France. Il y a un de ses enfants qui est Carlos. On voit qu'avec son style démocratique, elle a beaucoup prôné le style démocratique. Avec son style démocratique, on voit tous ces enfants qui se sont bien épanouis, qui ont réussi. Il y en a qui ont toutes sortes de fonctions. Et Carlos lui-même, ceux qui connaissent Carlos, bon, Carlos, un type très jovial, il a réussi dans son domaine, dans la comédie. Les autres ont réussi dans les autres domaines. Mais elle a vraiment penché sur les besoins de l'enfant. Et justement, elle prône vraiment le style démocratique. Tout à fait. Donc, quand on parle du style démocratique aussi, il ne faut pas penser que c'est un style où on laisse faire. On laisse faire, non. Parce que quand on parle, par exemple, nous sommes dans des pays dits démocratiques, des sociétés dites démocratiques. Et donc, il y a une liberté, mais il y a une limite à cette liberté-là. Mais il y a toujours cet espace où les gens peuvent s'exprimer librement, parler de leurs sentiments, parler de ce qu'ils pensent, mais dans le respect, dans un bon encadrement. Et il y a aussi la discipline. Quand on enfreint la loi, il y a une correction. Il y a une correction, il y a une conséquence. Donc, c'est ça la société démocratique. La famille démocratique ressemble un peu, si on peut faire un parallélisme, ça serait à peu près dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et évangéliste, là, les questions vont venir. Hein? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, quand on parle, tu viens de le dire, dans une société démocratique, il y a des limites, on a des barrières. D'abord, premièrement, la maison n'est pas une prison. Hein? Donc, la maison, c'est un lieu d'épanouissement, ce n'est pas une prison. Mais tu parles de correction. Toute correction, d'ailleurs, est faite dans l'amour, c'est-à-dire pour amener à bâtir et non à détruire. Donc, dans cette démocratie, même s'il y a une correction, elle est faite dans le but d'amener l'enfant du bas vers le haut. Tout à fait. Donc, on parlera même de punition tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut corriger un enfant, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Donc, on va s'entraider à y arriver. Voilà. Et donc, le prochain style parental, c'est le style autoritaire. Donc, ce sont les parents qui offrent beaucoup plus d'encadrement et qui exigent beaucoup de leur enfant, mais qui oublient de lui offrir également la chaleur et l'affection. Et ce style autoritaire fait que l'enfant peut avoir tendance à être plus renfermé, il peut être méfiant et puis il peut être insatisfait dans sa vie. Voilà. Et que dire, parce que de la société d'où nous venons et de certaines sociétés, nous on a été, je dirais, éduqués à la dure. Et pourtant, aujourd'hui, nous portons des fruits quand même qui sont pas mal, qui sont bien. on a réussi quand même, on a fait de notre possible, on a été des enfants respectueux, on a obéi aux parents, on a réussi à l'école.
que dire? Alors, certains pourront te dire, mais on a réussi malgré cette éducation Gestapo, je dirais, ce style autoritaire. Oui, réussir sa carrière, réussir avoir fait des études post-secondaires, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que au niveau psycho-affectif, parce que c'est là qu'est le problème. Oui. C'est là qu'est le problème. Au niveau psycho-affectif, quel genre de parents sommes-nous? Parce que si on peut avoir fait des doctorats et tout ça, mais si on n'a pas eu comme homme, par exemple, la présence soutenante de son père, on risque de répliquer le même modèle envers nos enfants. Oui. On risque d'être un père présent, mais absent. Juste être un père qui fait du présentéisme. Et si on n'a pas eu de l'affection, on a vécu du rejet quand on était enfant, on n'a pas vécu dans une famille de style démocratique nécessairement, et donc on peut avoir tendance à répliquer ce modèle avec nos enfants. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, que les modèles qui nuisent à nos enfants puissent continuer de génération en génération, que les patterns se répètent? C'est pas ce qu'on veut. Donc réussir ne veut pas dire être forcément heureux. On peut réussir étant blessé émotionnellement, et on ne veut pas répéter la même chose. Donc, ce n'est pas le style qui est ici recommandé. Voilà. Alors, l'autre style parental, c'est le style permissif. Donc, ce sont les parents qui offrent beaucoup de chaleur et d'affection à leurs enfants, mais qui n'osent pas les encadrer et leur fixer des limites. Ça, c'est un souci aussi, hein? Ah oui. Et ça fait que les enfants peuvent être immatures, désobéissants, rebelles, peu curieux et vont manquer de maîtrise de soi et de persévérance. Vous voyez, donc ça prend des limites. Ça prend la chaleur, ça prend l'encadrement, ça prend beaucoup d'amour, d'attention, d'affection, mais ça prend des limites. Si on est permissif, on laisse l'enfant tout faire, à un certain moment, quand on va s'en rendre compte, ça peut être trop tard. Parce qu'on veut redresser l'arbre, mais il est déjà courbé. Il est déjà très courbé, donc ça devient difficile de casser certaines habitudes qu'on a laissé faire. Voilà, on répète encore l'importance vraiment de bâtir l'enfant dès son jeune âge. Tout à fait. Parce qu'imaginez-vous un président, un ministre, un chef d'entreprise, un chef de famille, mais qui n'a pas reçu de bonnes bases. Imaginez-vous, en tant que chef, qu'est-ce qu'il va offrir à sa population ou aux personnes dont il a la charge. Tout à fait. Et juste pour revenir un peu au style autoritaire ici, il y a un élément que je voulais aussi épingler, c'est que le style autoritaire, le parent qui adopte un style autoritaire, fait de ses enfants des enfants hypocrites. Absolument. Ils vont être oui devant les parents, mais dehors, ça va être autre chose. Et on est surpris. Hein? Et après, on est surpris. Mais comment ça? Ben, on est plutôt dans un style autoritaire où tout le monde doit être soumis à ce qu'on dit, tout le monde doit obéir au doigt et à l'œil à tout ce qu'on dit, mais sans donner de l'espace. On ne donne aucun espace à la démocratie, à l'ouverture, au dialogue, à la communication, à la chaleur humaine, à l'amour, à l'encadrement. Donc, c'est très, très, très important de ne pas faire de nos enfants des personnes hypocrites. Hein? Des personnes hypocrites. Et là, je vois vraiment une aide pour les parents qui sont autoritaires. Elles ont certainement vécu la même chose. Elles ne font que reproduire le même pattern, comme tu disais. Y a-t-il d'autres raisons qui peuvent amener quelqu'un à être autoritaire? Bon, les autres raisons qui peuvent amener quelqu'un à être autoritaire, c'est quand la personne peut vouloir un dépassement de soi, mais à travers les enfants. Il veut s'accomplir à travers les enfants. Parce qu'il n'a pas nécessairement réalisé ses propres rêves, donc il veut les réaliser à travers ses enfants. Peut-être que la personne n'a pas joué du piano, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Bon, la personne aurait voulu faire du piano dans sa vie, mais l'enfant veut faire de la flûte. Alors il va imposer à l'enfant son choix. Et là, on arrive donc les besoins non satisfaits du parent, il les reflète sur l'enfant. Et impose à l'enfant d'accomplir son besoin à lui, qui est non satisfait. Alors, comment faire? Parce que ici, est-ce qu'il y a un autre type de style parental? Oui, il y a un style parental qui est le style désengagé. Ça, ce sont les parents qui n'offrent
ni de chaleur, ni d'encadrement, ni d'attention, ni d'affection à l'enfant. Donc, ils sont juste là, ils ne font absolument rien ou presque rien. En fait, ils sont parents juste parce qu'ils ont, ils ont donné naissance à des enfants, pas plus que ça. Pas plus que ça. Oui. Et ça, il y a plusieurs raisons. Hein? Oui. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un parent à avoir ce style de parental désengagé. Donc, quand vous avez une carrière, un travail qui vous prend trop de temps, on en a parlé, je pense, à la dernière émission, que c'est important de prendre du temps avec vos enfants. Vous savez, l'affection, l'amour, la chaleur, l'encadrement que vous pouvez donner à vos enfants vaut plus que l'argent que vous allez chercher des heures et des heures à travailler pour leur donner un matériel, pour leur donner la dernière PS4 ou PS5, pour leur donner des choses. Je vous dis que ça vaut plus que ça. Nous voyons des familles qui sont dans des précarités financières, mais dont les enfants sont vraiment stables au niveau psycho-émotionnel. Donc, c'est pas l'argent ou la précarité qui fait que l'enfant ne va pas être équilibré dans sa vie. Absolument. Donc, il faut en être conscient. Il faut être conscient de ça et travailler sur nos enfants, savoir que la priorité, ce sont nos enfants. Nos enfants, absolument. Et puis, oui, c'est ça, donc une carrière trop prenante. Une carrière qui prend beaucoup de temps et on prend presque plus de temps avec les enfants, on est juste pris dans la carrière. Et une carence affective. Hein, donc les parents qui eux-mêmes n'ont pas reçu assez d'affection et d'encadrement dans leur propre enfance. Donc ils ne peuvent pas l'offrir à l'enfant. Hein, donc on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc si on n'a pas reçu l'affection, on n'a pas reçu l'encadrement, il sera difficile de le donner à l'enfant. Alors, on a deux victimes ici. Hein? On a Parce deux que victimes. Le parent est victime aussi de son passé et l'enfant est victime de ce parent-là. Voilà. Les deux ont besoin d'aide. Tout à fait. Donc, c'est un cycle qu'il faut casser à un moment donné. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience parce que j'ai déjà entendu ou vu des parents dire ben, de toutes les façons, c'est pas grave. Moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas d'habits. C'est pas grave si mon enfant n'en a pas. Donc, je donne un exemple comme ça. Mais je pense que quand on est conscient en tant que parent de la douleur, du mal que ça nous a fait d'être rejetés, d'avoir des parents désengagés, d'être rejetés, d'être maltraités, on doit être suffisamment conscient de ça et demander la guérison du Seigneur. Sinon, aller consulter, demander de l'aide et pour mieux faire avec les enfants qu'on a, avec nous à la maison, qu'ils soient nos enfants biologiques ou des enfants adoptés, que ce soit dans la famille recomposée, la famille nucléaire ou dans n'importe quelle famille, les enfants doivent être bien équilibrés. Donc, nous devons revisiter nos propres blessures, nos propres manquements, pour pouvoir pallier à ceux de nos enfants. Voilà. Donc, il y a aussi les problèmes de santé mentale qui peuvent faire qu'un parent soit désengagé. Donc, un problème de santé mentale reste un problème de santé mentale, mais il y a toujours des ressources en santé mentale. Il y a les hôpitaux, il y a les médecins, il y a les CLSC. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Ou si autour de vous, vous voyez qu'il y a une personne qui a des problèmes de santé mentale, ne soyez pas dans la peur en disant, ben, si je vais demander de l'aide pour lui, la personne va me détester. Non. Quand il y a la vie des enfants, vous savez, les problèmes de santé mentale, il y a plusieurs types de problèmes de santé mentale. Et ça peut aller des choses simples à des choses extrêmement graves. Absolument. Donc, la sécurité des enfants est très importante. Donc, c'est important si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes de santé mentale, qui sont pas gérés ou qui sont pas traités ou qu'il n'y a pas d'aide, aider la personne à aller trouver de l'aide pour le bien-être des enfants. Il y a aussi la question d'alcoolisme ou de toxicomanie qui peut faire en sorte que le parent soit un parent désengagé. Donc là encore, il y a toujours des ressources, de l'aide afin d'aider à pallier à ce problème. Il y a aussi les parents qui peuvent vivre de la déficience intellectuelle.
Donc, quand un parent est déficient intellectuel ou un déficient au niveau mental, ça peut créer aussi des problèmes. Ça peut faire en sorte que au niveau cognitif, il ne soit pas là pour les enfants. Donc, ça ne sera pas possible d'établir un lien. Alors, quelles sont avant de venir aux conséquences de la négligence parentale, on sait que la négligence parentale peut avoir beaucoup d'impacts négatifs sur le développement de l'enfant. Dans tous ces styles parentaux, quel est l'impact de la négligence sur les enfants? Quel est l'impact que ça peut avoir sur le développement de l'enfant? L'impact de la négligence sur l'enfant, c'est que l'enfant peut avoir des troubles de l'attachement, avoir de la difficulté au niveau psycho-émotionnel à s'attacher aux gens, à s'attacher même à ses propres parents. Et l'enfant va avoir une faible estime de lui-même. Et ça, ce n'est pas bien parce que l'enfant doit avoir une haute estime de lui-même pour affronter, pour réussir dans la vie, pour affronter aussi certains défis de la vie. Absolument. Oui. Alors, il peut y avoir aussi un retard de développement dans la motricité, dans le langage de l'enfant. Il peut y avoir aussi du retard au niveau scolaire, du décrochage scolaire et des troubles de comportement comme l'opposition et la délinquance. Donc, quand nous usons de négligence, de désengagement, quand nous abandonnons les enfants, les parents qui abandonnent les enfants, ça crée vraiment des problèmes avec les enfants. Et des fois, c'est des problèmes qui peuvent être réversibles et des fois, ça devient irréversible. Ça, c'est grave. Oui. Ça, c'est grave. Quel est le style démocratique? Ça produit quel genre d'enfant? Le style de parents démocratique, ça produit des enfants qui sont matures, qui sont autonomes, qui ont confiance en eux-mêmes et qui ont une maîtrise d'eux et qui sont curieux. C'est bien ça d'avoir un enfant curieux, la bonne curiosité. Non, la bonne curiosité, c'est-à-dire les enfants qui sont curieux, ils veulent apprendre des choses, ils sont toujours à l'affût. Par exemple, un enfant qui veut toujours savoir comment fonctionne telle chose, tel appareil, ou vous voyez, les enfants curieux, ou les enfants qui vont poser des questions existentielles. Exactement. Voilà, donc des enfants qui sont curieux. Exactement. Mais c'est pourquoi le style démocratique est mis de l'avant, parce que quand on est dans une atmosphère, dans la famille où les enfants peuvent s'exprimer, les enfants peuvent parler, tout en étant encadrés, la chaleur humaine est là, l'amour est là, l'encadrement est là, mais ça permet vraiment aux enfants d'être autonomes, de développer une bonne maturité, d'avoir confiance en eux, la maîtrise d'eux-mêmes, et puis voilà, donc ça crée un équilibre dans la famille. Oui. Et le style désengagé, ça produit quel genre d'enfant? Le style désengagé, ça produit des enfants qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et puis, ils vont avoir des troubles, des retards dans leur comportement, des enfants qui vraiment... Des enfants malheureux, des enfants malheureux, parce que désengagé veut dire négliger, veut dire abandonner. Exactement. Et je tiens à dire que négliger, abandonner, ce n'est pas toujours et seulement quand un des parents quitte le toit conjugal et décide d'abandonner un enfant. Un parent peut être dans la maison et être désengagé. Faire juste du présentéisme dans la maison. Et c'est très important de changer ceci. Si vous avez de la difficulté, il y a de l'aide, il y a des ressources à ce niveau pour vous aider à vous réengager dans la vie de vos enfants et dans la vie de la famille. Oui, avant de venir aux ressources, donc ce sont des enfants qui sont en fait livrés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Et livrés aux prédateurs, livrés à la société, livrés aux prédateurs dehors, des loups ravisseurs. Absolument. Oui. Surtout aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. Un parent désengagé, parfois, il n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. Il peut lui offrir un cellulaire. Et les cellulaires, ça offre toutes sortes de dégâts. L'enfant est livré aux prédateurs sur le net et il est éduqué par l'Internet, il est éduqué par les prédateurs. Donc, il devient en fait une proie. Le style permissif. Le style permissif, ça fait que les enfants peuvent devenir immatures, désobéissants, rebelles, peu curieux.
ils manquent de maîtrise de soi et de persévérance. Parce que on les laisse faire ce qu'ils veulent. Sans encadrement, sans chaleur. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Et ça ne marche pas. Parce qu'après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des enfants rois. Absolument. Qui veulent tout au doigt et à l'œil. C'est maintenant, là je veux ça. Maintenant, là je veux ça. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Absolument. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des exemples bibliques là? Je ne sais pas, est-ce qu'on a des exemples bibliques pour démontrer un peu? Il y a le style autoritaire. Avant qu'on aille plus loin, le style autoritaire, il produit quel genre d'enfant? L'enfant va être renfermé, méfiant et insatisfait. Okay. Il va avoir peur d'entrer en relation avec les gens. Ça va être difficile. Oui. Est-ce qu'on a des exemples bibliques parmi ces styles, dans le style démocratique, le style désengagé, permissif, dans le style permissif, est-ce qu'on peut citer les enfants du sacrificateur Élie? Oui. Est-ce qu'on peut les cadrer où les enfants faisaient ce qu'ils veulent? Les enfants faisaient ce qu'ils veulent. Les parents, le père ne disait rien. C'était ça, c'est un pas style de correction, rien. Pas de correction, pas d'encadrement. Et on a vu que Dieu n'était pas content de cette façon de faire. Absolument. Parce que Dieu n'a pas agréé cette façon de faire. Le sacrificateur Élie était permissif. Était permissif. Alors, ça donnait la mort à ses enfants. Et Dieu lui a même interdit d'aller pleurer ses enfants. Vous voyez jusqu'où c'est allé. Ça a amené la mort dans la famille. Donc, nous devons faire très, très, très attention. Adopter un style qui plaît à Dieu, qui va faire progresser nos enfants. Oui. Alors, quelles sont les ressources, puisque tout à l'heure tu parlais des ressources, quelles sont les ressources, ou bien comment, parce qu'aujourd'hui on sait que les gens ont la hantise de la DPJ, la DPJ qui veut dire la direction de la protection de la jeunesse, voilà, la direction de l'enfant. Et de l'enfance, voilà. Oui. Les gens ont la hantise de la DPJ, mais parfois la DPJ est obligée d'intervenir dans des situations où la vie de l'enfant est en danger parce qu'on comprend que le besoin de l'enfant est ici prioritaire. Comment éviter de se retrouver dans les locaux de la DPJ ou que la DPJ rentre dans vos maisons? Aujourd'hui, évangéliste, il y a beaucoup de parents qui ont vu la DPJ entrer dans leur maison, les enfants sont arrachés de leur cellule familiale. Ça fait beaucoup de dégâts dans les communautés. Comment éviter d'arriver jusqu'à la DPJ? Ou quelles sont les ressources, si un parent se trouve en difficulté, quelles sont les ressources vers lesquelles le parent peut se retourner pour empêcher que la situation n'escalade négativement? Merci beaucoup. Donc, ici, ce que les parents doivent savoir, les parents qui sont au Québec, au Canada, devez savoir, peu importe votre origine, que vous soyez africain, que vous soyez du Maghreb, que vous soyez immigrant ou pas, québécois, vous devez savoir que lorsque la sécurité et le développement d'un enfant est compromis par la négligence de ses parents, il peut arriver qu'une personne de l'entourage de l'enfant, comme le voisin, un membre de famille élargi, un enseignant, médecin, signale cette situation à la DPJ, donc au centre, à la direction de la protection de la jeunesse et de l'enfance. Okay. Donc, à ce moment-là, la première chose qui va arriver, c'est que la DPJ va d'abord rencontrer les parents pour évaluer la situation. On va envoyer des intervenants, des travailleurs sociaux ou des intervenants sociaux qui vont d'abord évaluer la situation et parler avec les parents. Alors, si la vie de l'enfant n'est pas en danger, on va intervenir auprès des parents pour qu'ils adoptent les meilleurs comportements parentaux, pour qu'ils adoptent les meilleures façons de faire. Et par la suite, on va laisser l'enfant continuer à se développer dans son milieu familial. Mais si les parents ne collaborent pas, les parents sont fermés, ils ne veulent pas collaborer avec la direction de la protection de la jeunesse et de l'enfance, alors la DPJ peut s'octroyer le pouvoir d'enlever l'enfant pour sa sécurité de sa famille, de son noyau familial. Alors, maintenant, si les parents ne veulent pas collaborer ou ne peuvent pas collaborer,
à l'intervention de la DPJ pour que l'enfant reste avec eux. Parce que si la DPJ arrive et que la vie, on ne trouve pas l'enfant ensemble, ou bien il n'y a pas quelque chose qui montre que la vie de l'enfant, là, est en danger, on va intervenir auprès des parents pour qu'ils adoptent des meilleurs atouts, des meilleures attitudes auprès de l'enfant, des meilleures habiletés parentales pour garder l'enfant dans son milieu familial. Mais si les parents n'ont pas la capacité, ne peuvent pas, il y a des parents qui, au niveau cognitif, au niveau mental, au niveau intellectuel, sont juste incapables, ils ne peuvent pas. Donc, dans ce cas-là, la DPJ ne peut pas laisser les enfants dans une telle éventualité pour les perdre ou bien pour que les enfants soient en danger. Mais si aussi les parents volontairement refusent de collaborer à une intervention de la DPJ, bon, il peut arriver que l'on retire. Je dis bien, il peut arriver, parce que ce n'est pas dans tous les cas. On peut retirer l'enfant de son milieu familial pour le placer dans un autre milieu ou une famille d'accueil ou un centre de réadaptation. Donc, ça. Alors, là, nous sommes dans une société structurée. Tout à fait. Deux questions. La première question qui revient d'abord dans cette société structurée, où il y a des structures justement qui permettent d'apporter cette aide aux familles. Il y a quand même ce phénomène pour les immigrants qui arrivent ici, ce choc culturel, où ils ont une façon de faire dans leur pays d'origine et qu'ils trouvent une nouvelle façon de faire ici. Et parfois, pour eux, la façon de faire était la meilleure façon, mais ils sont butés à cette nouvelle façon de faire ici. Quels sont les moyens mis en œuvre? Que dire à ces parents qui sont vraiment déboussolés aujourd'hui, qui se retrouvent qu'on a repris les enfants et ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil aujourd'hui, comme recommandation aujourd'hui? D'abord, ce que nous voulons dire aux parents issus des communautés ethno-culturelles ou issus de l'immigration, que la DPJ ou le gouvernement du Québec ou la terre d'accueil comprend. Vous savez, le processus migratoire a été très bien étudié et très bien expliqué. Donc, on comprend très bien le choc migratoire. On comprend très bien le choc culturel. On comprend très bien cette lutte culturelle entre la culture d'origine et la culture de la terre d'accueil. Et on comprend très bien cette lutte que vous avez aussi à vouloir continuer, à vouloir perpétrer votre culture d'origine sur la terre d'accueil. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais maintenant, dans tout ça, il faut trouver un équilibre entre les deux. Parce que la réalité réelle que vous vivez en tant que personne immigrante au Québec, c'est que les enfants, et la réalité que nous vivons dans les pays occidentaux de manière générale, c'est que nos enfants passent plus de temps à l'extérieur de la maison que dans la maison. Ça, c'est la réalité, on ne peut pas s'en cacher, c'est vrai. Un enfant qui va à l'école à partir de 7 h ou à la garderie, il vous revient à 17 h, 18 h, s'il reste au service de garde, passe toute la journée dehors, passe 2 ou 3 heures avec vous, le temps de faire le devoir et tout manger, puis dormir, et ça recommence. Donc, il faut le comprendre aussi, chers parents, que c'est une réalité. Et cette réalité, elle est comprise, elle est documentée, elle est étudiée, elle est documentée. On comprend les chocs culturels, on comprend les chocs migratoires. Mais il faut trouver un équilibre. On ne peut pas se le cacher, on va se le dire. C'est que de dire que bon, chez moi, ici on est au Québec, puis les enfants vont vivre 100% comme en Afrique. Ça ne marchera pas. Non. Il faut trouver un équilibre de dire, ben oui, il y a la culture africaine. On ne va pas oublier, je donne un exemple comme ça, où il y a la culture maghrébine, où il y a la culture, je ne sais pas, de l'Europe de l'Est ou européenne. Oui, mais il y a aussi des choses, des valeurs de la terre d'accueil, comme l'autonomie. Il y a des valeurs au Québec qui sont aussi bonnes pour les enfants. Absolument. Donc,
des valeurs qu'on peut aller chercher, qu'on peut aussi développer. Et aussi, en tant que parents immigrants, c'est de comprendre aussi, de comprendre la terre d'accueil, de comprendre quelles sont les valeurs qui sont prônées ici, Absolument. quelles sont les valeurs qui sont mises de l'avant au Québec, et de trouver par la suite un juste équilibre entre la culture de la terre d'origine et la culture de la terre d'accueil. Bon, maintenant, pour aider les parents qui sont au pris avec des problèmes avec la DPJ, dans la direction de la protection de la jeunesse et de l'enfance. Si je peux donner un conseil, à mon humble avis, c'est que je vous conseillerais de collaborer, d'avoir une bonne collaboration avec la DPJ. La DPJ, comme on a dit, ne vient pas d'abord pour vous prendre les enfants. On évalue la situation. On évalue la situation. Donc, de collaborer, d'écouter. Si on vous demande, par exemple, d'aller suivre une formation pour qu'on vous explique un peu les lois de la protection des enfants au Québec et tout ça, collaborer, ça vous prend peut-être 1 heure, 2 heures. Vous allez suivre la formation pour comprendre aussi qu'est-ce que le Québec accepte par rapport aux enfants et qu'est-ce que le Québec n'accepte pas. Parce que c'est là le problème au niveau de la loi. C'est un choix. On a fait le choix de venir dans cette terre d'accueil. Donc, il y a des lois dans cette terre. Si on ne se soumet pas à ces lois-là, malheureusement, on a certains dégâts. Certains problèmes avec la société. Hein? On a dit qu'on est dans des sociétés démocratiques, mais justement, il y a des lois, il y a des règles à suivre. Donc, c'est important. Chers parents immigrants, vous avez fait le choix de venir au Québec. Je parle surtout à ceux de la première génération, parce que comme moi, je suis de la 2e génération, mon fils 3e génération. Déjà plus sondé un petit peu. On parle aux parents de la première génération, hein, et 2e génération éventuellement. Donc, c'est un choix qui a été fait de venir au Québec sur une terre d'accueil étrangère. Donc, vous avez fait le choix de venir là, mais cette terre a ses règles, cette terre a ses façons de fonctionner en matière d'enfants. La sécurité des enfants est très importante ici au Québec. Donc, je vous demanderai de trouver vraiment un équilibre. On ne vous dit pas d'effacer toute votre culture, c'est pas ça. Mais on vous demande de trouver un juste équilibre entre les valeurs du Québec et les valeurs culturelles de votre pays d'origine. Absolument. C'est ça. Et vraiment collaborer. Si vous avez des problèmes avec la DPJ, collaborer. Accepter de suivre des formations, de suivre des cours qui vont vous permettre de comprendre comment la société ici fonctionne, quelles sont ses exigences en matière de développement de l'enfant, de prise en charge d'un enfant, de responsabilisation du parent, en matière de loi aussi, de côté criminel, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire à un enfant au Québec. Au Québec. Voilà. Et renseignez-vous aussi, s'il vous plaît, avant de voyager et de venir dans une terre, dans un autre pays. Sachez, il faut connaître les lois de ce pays-là. Oui, parce qu'un homme avisé, il voit les choses de loin et il sait quoi faire, prendre comme décision. Oui. Mais au-delà de ces lois-là, c'est tout simplement une question d'équilibre familial. Oui, une question d'équilibre, oui. Au sein de la famille, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, tout simplement. Oui. Et aussi de dire, évangéliste Dada, qu'avant d'arriver à la DPJ, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent intervenir. Il y a plusieurs ressources. C'est ça, il y a les communautés. Nos communautés doivent être fortes. Ça, c'est une interpellation. Oui, On devrait trouver des solutions au sein de nos communautés. On devrait trouver une solution au sein de nos églises. On devrait trouver une solution ou bien des ressources auprès des organismes qui sont là et qui peuvent donc offrir ces services de soutien aux familles. Donc, important de se renseigner. Dès qu'on voit un obstacle, ce n'est pas honteux. Il ne faut pas être orgueilleux, on ne connaît pas tout, mais avoir vraiment l'humilité d'aller chercher de l'aide et pour le bien-être de l'enfant et pour le bien-être familial, parce qu'au bout du compte, c'est nous qui sommes gagnants en allant chercher cette aide-là. Tout à fait. On a aussi les CLC, les CIUS, on a les médecins de famille, on a les pédiatres. Vous savez, parfois, vous pouvez devenir un peu aigri, impatient,
quand bébé pleure beaucoup et tout ça, au lieu de secouer le bébé, non. On appelle le CLC. Vous appelez et puis ils vont vous aider. Ils vont vous aider. On va envoyer une infirmière à la maison qui va vous donner des informations, comment vous calmer, comment, quand le bébé fait des crises, comment reconnaître ça, comment prévenir des choses. Donc, il y a vraiment les services, il y a les ressources nécessaires pour ça. Et comme Pasteur Nathalie a dit, les églises, les communautés aussi doivent être bien équipées pour aider les personnes dans les communautés à vraiment éviter d'avoir des problèmes avec la DPJ. Là. Oui. Alors, une question, quand il y a séparation des parents, comment faire, parce qu'il peut arriver, parce qu'on parle ici des familles recomposées, peut-être parce qu'il y a eu un divorce auparavant, il y a toutes sortes de familles, et quand il y a séparation, toujours pour le bien-être de l'enfant, quand il y a séparation des parents, comment faire? Ça, c'est une question qui est vraiment d'actualité pour ne pas mêler les enfants au conflit des parents. C'est une très très bonne question là, parce que c'est très dommage de voir que quand deux adultes qui se sont aimés et qui ont décidé soit d'avoir des enfants ensemble ou en famille recomposée n'arrivent plus à vivre ensemble et qu'il y a une guerre qui se fait et qu'on mélange les enfants au conflit des adultes. Ça, c'est quelque chose vraiment à éviter. Donc, si la vie commune entre adultes devient impossible, il n'est pas conseillé de quitter le foyer sans avoir parlé aux enfants. Même s'ils sont petits. On utilise un langage approprié à leur âge pour parler. Par exemple, on fait asseoir les enfants dans une atmosphère de paix, évidemment. Hein. Si vous êtes en guéguerre, là, ça vaut pas la peine de le faire tout de suite parce que vous allez vous chicaner devant les enfants. Donc, dans une atmosphère de paix, de calme, de tranquillité, on s'assoit avec les enfants et on dit aux enfants ou à l'enfant, voilà, votre papa ou votre maman et moi, nous ne nous aimons plus. Nous allons nous séparer. Mais nous allons continuer à vous aimer. Nous allons continuer à être là pour vous. Qu'est-ce que ça fait cette formule? Ça fait que ça déculpabilise les enfants de la séparation de leurs parents. Absolument. Donc on dissocie le conflit des adultes des enfants. Donc les enfants, ça les déculpabilise. Ils ne se sentiront plus coupables parce que ne vous en faites pas. Hein. Si le processus, la séparation est mal faite, c'est le chaos total. Hein. Les enfants se sentent coupables et ça ne va pas. Et non, ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas bien de mélanger les enfants dans le conflit des adultes. Nous avons parlé du développement de l'enfant. Ça fait partie aussi d'un bon développement pour les enfants. Donc, ne pas quitter le foyer conjugal sans parler aux enfants. Ne pas abandonner son foyer et partir comme ça. Sans nouvelles, laisser les enfants comme ça. Papa est parti, vous partez comme ça, vous laissez la famille sans ressources, sans rien, et vous pensez que bon, vous pouvez faire votre vie. Non, ça ne marche pas. C'est égoïste en fait. C'est égoïste, c'est égocentrique. Donc, il faut s'asseoir et parler. Il faut avoir, même quand les choses ne vont pas bien, il faut savoir communiquer. Il faut savoir parler, dire, mettre les points sur les i et dire ça ne va pas. Mais là, il y a la séparation et parler aux enfants pour les déculpabiliser. Donc, il est important de prendre aussi ses responsabilités, même quand les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas entre adultes, les enfants, on continue à prendre nos responsabilités en tant que parents de façon individuelle. On n'arrête pas de les aimer, on n'arrête pas de les appeler, de les contacter, on n'arrête pas de leur montrer qu'on a de l'amour pour eux. Parce que les enfants ne doivent pas se sentir abandonnés, rejetés, parce que le sentiment de rejet, surtout dans l'adolescence, dans la préadolescence, peut avoir des conséquences catastrophiques dans la vie des enfants.
Donc, les deux parents doivent parler aux enfants, comme je disais, pour expliquer ou dissocier le conflit entre adultes et l'amour qu'ils vont toujours donner à leurs enfants, pour que les enfants ne se sentent pas coupables de la séparation des parents. Et ce qui est conseillé, c'est que si les enfants vivent déjà dans une maison familiale achetée, on achète une maison, on a une hypothèque, je dis bien l'idéal est de laisser les enfants grandir dans la maison et que chaque parent y vienne à son tour pour faire son tour de garde. Absolument. Pour les enfants si la garde est partagée. Pourquoi? Parce que ça permet de stabiliser les enfants à un seul endroit et cela évite des oublis, soit chez papa ou chez maman. On a oublié les mitaines ici, on a oublié les cahiers là-bas, on a oublié les bottes ici, on oublie des trucs à gauche, à droite. Ça permet de stabiliser les enfants. Donc, même dans la séparation, il faut penser au bien-être des enfants. Tu parles de mitaines, tu parles de vêtements, mais les enfants marchent avec des repères. Tout à fait. Ça leur permet de garder leurs repères. C'est très, très fort pour eux. Oui, oui, mais ça, c'est à condition que tout soit fait dans les normes. On s'est assis avec les enfants, on a tout expliqué, les enfants ont compris, ils ne se sentent pas coupables, on continue à les aimer. C'est sûr que l'adaptation, plus les enfants sont petits, mieux ils vont s'adapter au changement. Exactement. Mieux ils vont s'adapter au fait de ne plus avoir les deux parents en même temps, en tout temps à la maison. Plus ils sont plus grands, moins c'est facile de s'adapter. Mais bon, il faut toujours les faire dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors, le bien-être des enfants doit rester au centre de toute préoccupation des parents, peu importe le conflit dans le couple. Absolument. Tout à l'heure, on parlait de ressources, on a parlé dans un cadre structuré. Nous sommes au Québec, ici, au Canada. Et je pense à ces pays où il n'y a pas forcément la DPJ, il n'y a pas forcément des centres communautaires. Peut-être, il faudrait que c'est dans ces autres endroits-là qu'ils trouvent au sein de la famille, il y a toujours des ressources au sein de la famille, des gens qui peuvent nous porter de l'aide. On parle dans certains pays africains, les endroits où il n'y a pas de ressources. Quelles seraient ces ressources? La famille et qui encore? Bon, la famille, ben, les églises, il y a quand même... dans les pays africains, par exemple, on voit qu'il y a une forte appartenance à des communautés religieuses. Donc, d'aller aussi trouver de l'aide, parler aux pasteurs, parler aux prêtres, parler aux imams, je ne sais pas, dépendamment de votre communauté de foi. Et ça c'est important d'aller trouver de l'aide. Peu importe là où vous êtes dans le monde, le bien-être de l'enfant et le bon développement de l'enfant, c'est universel. C'est universel. Ce n'est pas une question seulement du Québec, du Canada, ou de l'Europe, ou de l'Afrique. C'est universel. Donc, dépendamment des moyens mis à la disposition des gens, c'est vrai que dans les pays plus industrialisés, il y a plusieurs ressources, mais dans les pays moins industrialisés, en voie de développement, il y a quand même des ressources autour. Il y a les familles, il y a les églises, il y a aussi quand même des hôpitaux. Bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais au moins il y a des personnes dans l'immédiat, dans un entourage immédiat qui peuvent aider les familles à en venir à bout un peu, à trouver des solutions dans l'optique de trouver un bien-être pour les enfants. Donc, on comprend que le bien-être, chers parents, nos enfants, c'est notre cœur, c'est notre trésor, c'est notre héritage. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Peu importe le style de famille, peu importe. On a vu que Mardoché était l'oncle d'Esther. Absolument. Esther n'était pas sa fille. Mais ce que Mardoché a fait, il a pris soin d'Esther et il avait d'autres enfants. Mais Esther n'était pas sa fille. Mais il a conduit Esther dans sa destinée. On a vu comment il a donné des conseils à Esther. Il a montré à Esther la voie à suivre. Il a encadré Esther. Il a aimé Esther comme son propre enfant. Et Esther a eu une destinée glorieuse. Et elle a même sauvé tout un peuple après. Donc, ce sont des exemples pour dire que les enfants soient nos enfants biologiques ou pas, nous leur devons amour, chaleur, encadrement, affection, et
être des parents démocratiques. Être des parents démocratiques. Donc, le bien-être de l'enfant passe avant tout. Passe avant tout. Oui. Et nous avons la responsabilité en tant que parents ou parfois dans certains cas de tuteurs, la responsabilité d'accompagner et d'amener l'enfant à accomplir sa destinée. Tu parles d'Esther. Il y a cet autre exemple qui est merveilleux, c'est l'exemple de Méphibosheth. Oui. Il s'est retrouvé quelque part à l'eau de bar. Oui. Et donc, à cause de l'alliance, David a pris cet enfant de là où il était, perdu les pieds, l'a amené à la trappe. Donc là, à la table du roi. Pour vraiment qu'il rentre dans sa destinée. Notre rôle en tant que parents, nous avons une mission. Les enfants que Dieu nous a donnés à charge, nous avons la mission de les accompagner afin qu'ils atteignent l'objectif pour lequel le Seigneur les a envoyés. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu tout à fait. par rapport à nos enfants. Voilà. Évangéliste Dada, le temps passe, il y a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas de partager ce message autour de vous. Une famille peut être sauvée, un enfant peut être sauvé. Et dans les besoins de l'enfant, n'oublions pas, l'enfant a besoin de salut. Donc le parent, encore une fois, a la responsabilité donc d'amener l'enfant au salut. Ça fait partie de ses besoins. Donc s'il y a un enfant qui ne connaît pas Jésus aujourd'hui, on a cette responsabilité de l'amener également vers Jésus. C'est le besoin le plus fondamental qu'un enfant ou que tout individu a besoin. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Ne manquez pas, dans la prochaine émission, nous parlerons de pardon. Très souvent, nous attendons que les gens viennent nous demander pardon. En tant que parents, nous devons aussi demander pardon à nos enfants. Soyez des nôtres pour la prochaine émission. À très bientôt.